tenir et qui est un travail de tous les instants. Et pour cela, on a besoin, hier comme aujourd'hui, de gens qui vont s'engager et qui vont essayer de construire et construire ensemble, même si certains vont penser contre, et heureusement que certains vont penser avec. Et aujourd'hui, on a la chance, la grande chance d'avoir la vice-présidente de la région, Madame Catherine Staron, qui est un excellent exemple de cela, puisque jamais elle ne s'est contredite dans ses engagements, tout en essayant toujours de trouver les compromis et les manières qui permettent à finalement la région Rhône-Alpes d'avancer et sa cause politique de pouvoir se déployer. Donc, que vous soyez en accord ou en désaccord avec elle, je sais qu'elle accompagnera votre pensée et vos désirs d'avenir, de changement, de transformation. Je sais également que les étudiants qui sont sur la scène et qui vous représenteront eh bien, seront dignes de vous et que vous saurez, le cas échéant, rajouter la question ici ou là qui vous tient particulièrement à cœur et que peut-être, ils auront oublié. Je vous souhaite en tous les cas une excellente soirée. Je laisse la parole à l'excellent professeur Monsieur Juzo, que je remercie encore d'avoir joué les intermédiaires pour nous permettre d'inviter Madame Staron ce soir. Et je remercie également Alain Scapatici de s'être déplacé. C'est donc, comme vous le savez, notre directeur de pôle. Donc, personne avec qui je travaille avec régularité. Je voudrais aussi remercier donc Christina Petrova, évidemment, sans qui tout ceci n'arriverait pas ou arriverait moins bien. Et donc qui, bien évidemment, avec toutes ces équipes qui sont là, qui sont présentes, qui sont motivées, qui vous ont accompagné finalement tout au long de cette année, ont essayé de vous rendre la vie la plus facile, la plus agréable, la plus intéressante, avec finalement l'ensemble des invités les plus stimulants. Et j'aimerais, juste avant de laisser la parole à Monsieur Juzo, que vous applaudissiez cette équipe exceptionnelle et vos professeurs qui vraiment ont donné de leur temps et tout leur cœur pour vous permettre d'avoir la meilleure des années. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je suis très heureux parce qu'on vient clore aujourd'hui tout un cycle de conférences et vous avez été à chaque fois très nombreux, très motivés, très intéressés et intéressants. Tous les invités que nous avons reçus ici m'ont tous dit à chaque fois, je ne sais pas comment vous les sélectionnez, mais ils sont bons, vos étudiants. Donc, comme dirait Madame Bonaparte, pourvu que ça dure. Donc, ça va durer ce soir. Alors, je vous rappelle juste les petites règles ce soir. L'invité va être interviewé par 3 de vos camarades et puis ensuite, je vous donnerai la parole. N'hésitez pas à poser des questions. Il faut partir d'ici sans aucun regret. Tout ce que vous avez voulu poser comme question à une femme politique, c'est maintenant qu'il faut le faire, directement du producteur au consommateur. Donc ce soir, nous allons recevoir une femme politique un peu particulière parce que c'est une personne qui fait de la politique sans être tombée dedans quand elle était petite. C'est peut-être ça qui rend l'échange que vous allez avoir intéressant. Catherine Staron est maire de Vourles. Peut-être certains connaissent Vourles, une ville de l'ouest, du sud-ouest lyonnais, maire de Vourles, et elle est aussi vice-présidente de la région en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc elle est directement concernée par ce que vous faites ce soir. Donc c'est aussi important de lui montrer la meilleure image possible de notre école pour qu'elle puisse revenir dire au président de la région, il faut qu'on continue à les aider parce qu'ils sont bons, ceux de l'IDERI. Donc il y a aussi une opération d'influence dans ce sens-là. Catherine Staron a commencé la politique à 30 ans. Elle était conseillère municipale, adjointe au maire, et puis après, hasard de la vie, chance ou pas, elle viendra nous expliquer, elle est devenue maire, et puis un beau jour, son téléphone a sonné, et un certain Laurent Wauquiez l'a appelé en lui disant « Il faut que tu viennes me voir, j'ai quelque chose à te proposer », et elle est aujourd'hui vice-présidente de la région. Elle va vous raconter tout ça. Mais je vais aussi vous parler de la petite histoire derrière la grande histoire, chose qu'elle n'osera jamais dire, parce qu'elle a la pudeur des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique. Catherine Staron vient d'un milieu très simple, et ça c'est important pour vous. Pour le message à vous faire passer, c'est que d'où qu'on vienne, la politique peut aussi vous permettre de réussir. Ce n'est pas parce qu'on est né dans des familles plus simples, où on a moins reçu, mais à la force du travail, de la volonté, on peut arriver en politique. Et c'est peut-être ça aussi une des leçons que vous allez nous transmettre ce soir, Catherine. Je peux le dire, votre père était ouvrier, votre maman était assistante maternelle. Pire que tout, vous venez de Saint-Étienne, donc vraiment vous étiez parti dans la vie avec un désavantage certain par rapport aux Lyonnais. Et bien malgré tout ça, elle a réussi et aujourd'hui elle est vice-présidente de la région. Elle va nous parler de son parcours. Donc toutes les questions que vous avez, vous les notez. Dernière règle, cette petite chose, votre meilleur ami. Vous le prenez, vous le mettez en mode silencieux et vous le faites dormir sur le ventre.
comme ceci pour ne pas être dérangé pendant l'intervention. Merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve après pour les questions. Peut-être démarrer les questions. Si, alors, voilà. Alors, peut-être avant de démarrer, déjà vous saluer toutes et tous, vous dire que je suis très touchée d'être avec vous ce soir. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. C'est important parce que c'est vrai que une vice-présidence de région, on a l'impression que parfois on est un petit peu perché. Et moi, depuis 6 mois, enfin un peu plus maintenant, où j'ai repris cette délégation au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, je suis toujours très attachée de pouvoir rencontrer les étudiants, pouvoir leur expliquer ce qu'on fait, bien sûr, au niveau de la région. Et on aura, je pense, dans les questions, on pourra y revenir très largement. En tout cas, merci de m'accueillir tous à l'Ilérie ce soir pour cette conférence. Madame Staron, bonjour. Je vais commencer avec la première question. Je m'appelle Zoé Danser, je suis en 2e année ici à l'Ilérie. Si je récapitule, vous êtes né le 16 avril 1966, vous avez fait vos études à Nanterre, puis vous êtes parti travailler une 30aine d'années dans le domaine bancaire. Puis en 2020, vous décidez donc d'entrer en politique en vous faisant élire en tant que maire de la ville de Bourles, et ce, à l'unanimité. La même année, Laurent Wauquiez vous invite donc à rejoindre son équipe. On peut donc dire que votre parcours politique a pour le moment été bref, mais très intense. Pourriez-vous revenir sur votre choix d'entrer en politique et ainsi que sur tout ce qui s'en est suivi jusqu'à aujourd'hui? Merci Zoé pour cette question. Alors, on parlait tout à l'heure de chance. Moi, je le dis souvent, on a de la chance, mais il n'y a pas de hasard en fait. Donc, c'est vrai que pendant 30 ans, je suis issue de la société civile, donc j'avais choisi de privilégier bien sûr ma vie professionnelle, mais comme vous l'avez bien rappelé, j'ai été élue la première fois conseillère municipale, j'avais 30 ans, donc j'avais déjà un pied bien sûr dans ce monde public, une connaissance de ce monde public, et quand je suis devenue maire, c'était bien sûr mon 4e mandat, donc ça c'est important, et j'ai été adjointe en charge des finances. Et c'est vrai que c'est quand même un poste qui est quand même assez clé pour comprendre le fonctionnement de la collectivité. Alors, c'est vrai que quand je parlais de chance et de hasard, il n'y a pas de hasard parce que c'est vrai que ça aide quand même énormément quand on a eu ce parcours, et je pense que peut-être certains d'entre vous peuvent y réfléchir, mais quand on vient du monde privé, c'est aussi important de comprendre comment fonctionne le monde public. Et c'est vrai qu'en 2020, même, on va dire, c'était pas du tout prévu. Je m'étais pas projetée dans cette carrière-là, en tout cas pour devenir maire. Et c'est là où la chance arrive, parce que finalement, alors mes prédécesseurs me poussaient à devenir maire, mais j'étais que en 6e position en tant qu'adjointe. Donc, en fait, une autre personne était prévue et elle décide de renoncer. Et c'est comme ça qu'après beaucoup de réflexions, parce que c'est vrai que quand vous avez une carrière professionnelle que vous meniez, qui m'intéressait, j'avais quitté ce grand groupe pour rejoindre une start-up. Voilà, je commençais à donner du sens, en tout cas, un autre sens à ma vie personnelle. Et je me disais, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est un gros changement de vie. C'est des vrais choix, des choix aussi financiers, hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, on manque en France d'un statut de l'élu. C'est vrai que voilà, il fallait prendre une décision, mais je crois que c'est important dans la vie d'oser, et donc je suis partie. Et c'est vrai, alors j'ai été élue à l'unanimité parce que c'est vrai que avant, certains connaissent cette petite commune, mais en fait l'opposition est partie avec moi, donc il y avait une seule liste, donc j'avais pas un très grand mérite, mais c'est pas toujours facile de ne pas avoir d'opposition parce que parfois c'est dans son équipe même qu'il faut arriver à gérer bien les choses. Donc, je suis partie, et puis il y avait le Covid, la période Covid, et cette crise sanitaire, elle a fait aussi que c'était quand même très particulier, il fallait s'investir quand même énormément, c'était une période difficile, et puis j'ai découvert progressivement que être mère, c'était passionnant. Et c'est vrai que mon activité était compliquée avec la période Covid, donc
j'ai continué. Et puis quand on est maire, vous rentrez dans la communauté de communes. Là, c'est pas la métropole, mais c'est une communauté de communes de l'Ouest lyonnais. Donc vous commencez à avoir d'autres mandats, ce qui s'est passé pour moi. Et puis j'ai été contactée pour participer sur la GoProne sur les élections, bien sûr, régionales et rejoindre effectivement Laurent Wauquiez à cette occasion-là. Voilà, donc c'est vrai que à la fois, je peux dire que je suis une non-professionnelle de la politique, mais voilà, je crois que ce qui est quand même important, c'est de comprendre que j'avais aussi un pied dedans. Et pour répondre à certains échos qu'on a pu avoir à un certain moment, c'est vrai que je pense que c'est vrai qu'on reproche souvent ce côté professionnel de la politique. Pour autant, je ne crois pas qu'aujourd'hui, les concitoyens aient envie d'avoir des amateurs. Et c'est quand même important de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir ensuite aller rapidement et évoluer bien évidemment rapidement. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que finalement, c'est aussi la confiance qu'on vous porte qui fait que vous avancez, parce que c'est vrai que vous avez toujours une équipe derrière vous. Et puis finalement, vous pouvez cumuler des mandats, mais qui ont du sens sur un territoire, et ça c'est aussi très important, parce que finalement, quand on soit dans une commune, qu'on soit dans une Comcom, que l'on soit même à la région, on travaille sur l'aménagement du territoire. Et c'est vrai que c'est un point qui est toujours très important pour le président de région. Il a beaucoup de maires qui sont conseillers régionaux. Pourquoi ? Parce qu'il veut toujours qu'on garde ce lien avec le territoire, avec les communes, parce que c'est la vraie vie d'être maire. C'est un quotidien où vous allez gérer, avoir une relation directe avec les concitoyens. Vous allez pouvoir voir aussi les projets que vous menez, vous les voyez réaliser. Et ça, c'est aussi très important parce que le rôle de la région travaille aussi sur l'aménagement du territoire. Donc ça, c'est un point important. Alors, je ne vous cache pas que tout ça s'est suivi. Et puis, quand en juin 2022, j'ai été contactée par le cabinet de Laurent Wauquiez pour me proposer cette vice-présidence. Je ne vous cache pas quand même que j'ai eu un moment où j'ai eu des doutes en me disant mais est-ce que je vais avoir les compétences ? Est-ce que je vais savoir faire la délégation sur l'enseignement supérieur et la recherche, c'est une grosse délégation, même si ce n'est pas les compétences majeures. Je pense que vous imaginez la recherche, vous pouvez être sur la santé, après vous êtes sur l'hydrogène, après vous êtes sur les matériaux durables. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai compris qu'il y avait un coût d'entrée, c'était réel. Donc j'ai beaucoup travaillé pour arriver effectivement à me mettre à ce niveau. J'ai essayé aussi de donner un maximum de mon temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me consacre à ces mandats. Et j'ai aussi une présidence sur l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie-Environnement qui travaille justement sur la transition énergétique et on va dire écologique des territoires. Donc vous voyez, il y a quand même tout un sens, parce que c'est vrai qu'on reproche souvent un petit peu ce cumul des mandats. Il y a des lois. D'un autre côté, ça permet quand même d'être très connecté et je pense qu'effectivement, le non-cumul est parfois une erreur à un certain niveau par rapport à la déconnexion qu'on peut avoir. En tout cas, à cette échelle locale, elle a complètement du sens en fait. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est important, c'est la confiance qu'on vous donne. Et c'est vrai que le témoignage, en tout cas, du président de région, en me confiant cette vice-présidence, il était fort. Et c'est aussi ce qui vous fait avancer. Et puis, encore une fois, vous voyez, on a parfois la chance, il y a certains événements dans la vie qui font qu'il faut faire des choix. Et c'est vrai que ça peut vous mener vers des expériences de vie qui sont totalement passionnantes, que je n'aurais pas imaginé, moi, il y a 5 ans, si vous m'aviez vu. J'aurais jamais imaginé faire ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, je vous invite en tout cas à toujours oser aller au bout de vos rêves. Voilà, que vous soyez des jeunes femmes, des jeunes hommes, osez effectivement avancer et faire ce que vous avez envie parce que c'est possible, c'est du travail, mais je pense que c'est important. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais maintenant passer la parole à Romane. Bonjour, je suis Romane Caparol, donc également en 2e année. Il y a presque 87 ans, en 1936, 3 femmes faisaient leur entrée en politique en tant que sous-secrétaire d'État sous le gouvernement de Léon Blum. Même si l'on ne peut pas négliger la part de plus importante des femmes dans la politique, encore aujourd'hui, la présence des femmes sur la scène politique est loin d'être une évidence.
La France se retrouve en effet loin du peloton de tête des pays assurant la plus juste participation des femmes à la vie politique. Selon le classement du Forum économique mondial, la France est au 46e rang mondial. Vous êtes élue locale, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En tant que femme, avez-vous rencontré des difficultés particulières dans le cadre de votre parcours politique? Et comment décririez-vous aujourd'hui la situation des femmes en politique? Merci. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de féministes dans la salle, parce que je vais sans doute un petit peu les décevoir. En fait, si vous voulez, moi je pense que la question c'est de se dire, est-ce que il y a 25 ans, est-ce que mon parcours là, ce que j'ai vécu, en venant finalement de la société civile, en venant pas de ce monde politique, est-ce qu'il aurait été possible? Pour le coup, je ne suis pas certaine que ça aurait été possible à cette époque. Parce que, enfin, je parle de 25, 30 ans, il faut se rappeler la posture finalement de l'homme politique avec un grand H de la Ve République. C'est quand même des gens qui ont une certaine formation, qui viennent souvent de familles politiques. Et finalement, les premières femmes en politique, si vous remontez un peu dans le temps, elles avaient aussi cette posture-là. Donc en fait, il y avait quand même certains codes. Et les femmes en politique, c'était réservé à des femmes qui étaient issues de ces familles-là, qui avaient ces niveaux d'études que partageaient bien sûr avec les hommes, ou alors c'était des femmes exceptionnelles, je pense bien évidemment à Simone Veil, auquel on peut penser, voilà, qui étaient totalement hors du commun. Donc c'est vrai que, comme beaucoup de femmes à l'époque, j'étais assez réticente à l'idée de loi pour amener la parité. En me disant que, en fait, moi, dans ma vie professionnelle, je ne me suis jamais considérée, en fait, que parce que je sois une femme, je ne pouvais pas accéder à ce que je voulais. Ça a toujours été une réalité, c'est-à-dire j'ai considéré que, voilà, avec du travail, avec les compétences, avec la motivation, bah oui, on pouvait faire exactement les mêmes choses. Aujourd'hui, je me rends compte que, finalement, si on n'avait pas eu cette contrainte, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, je pense que ces lois sur la parité, bah, elles avaient aussi une nécessité. Elles ont eu cette nécessité de peut-être renouveler finalement la politique, parce qu'on avait de dépoussiérer la politique, d'amener justement peut-être des femmes, donc d'avoir vraiment un renouveau, parce qu'on avait quand même des baronnies, faut quand même le dire. Donc je pense que ça c'est important. Et donc oui, en ça, la parité a été importante. Après, ce que je pense aussi, c'est que les hommes et les femmes, ben voilà, faut accepter, on est différents. Un homme, il va être plus cartésien, là où une femme, elle va avoir plus d'intuition, plus de sensibilité. Et c'est vrai qu'on a fait reporter beaucoup de responsabilités aux femmes, justement par rapport à la représentation politique, en disant, ben voilà, les femmes vont arriver, elles vont pouvoir... Parce que finalement, il y avait une mauvaise image du côté professionnel de la politique, et de dire, bah voilà, les femmes vont apporter un certain renouveau, peut-être avoir une autre approche de la politique. Bon, en réalité, je pense que voilà, ça a surtout permis de voir la valeur, en tout cas, du féminin dans la politique, et ça, c'est aussi le lieu de la parité. Voilà. Après, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup de femmes. Moi, je vois sur mon territoire, on est énormément de femmes, mères. Alors ça aussi, le fait de ne plus pouvoir cumuler certains mandats font que, et puis vous savez, le mandat de maire, il est moins sexy aujourd'hui. C'est vrai que c'est parfois compliqué de gérer nos concitoyens, voilà, dans le monde dans lequel on vit, où on a quand même beaucoup de critiques. Voilà, les gens veulent plus, sont des consommateurs, donc c'est quand même assez difficile. Mais je trouve que les femmes, on arrive quand même assez bien à se faire respecter. Et puis finalement, la politique, il y a du machisme, comme de partout dans la société. Et je peux vous dire, pour avoir connu le monde privé, je pense que c'est pire parce que c'est pas public, ça reste parfois dans un domaine privé et dans le monde de l'entreprise, et ça peut être parfois bien pire. Et puis n'oublions pas qu'en politique, on a la parité stricte et que les indemnités sont les mêmes, elles ne sont pas 25% en dessous pour les femmes, comme on a dans le monde privé. Donc finalement, on est plutôt exemplaire, je trouve, sur ce domaine-là. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. J'ai une question maintenant sur un tout autre domaine. Depuis la crise liée à la pandémie du Covid-19, on a vu le retour des acteurs locaux tels que les maires et les conseillers régionaux. La région Auvergne-Rhône-Alpes s'est notamment investie dans la lutte contre la précarité étudiante. Elle a notamment mis en place le dispositif repas à 1 € pour les étudiants boursiers. Mais qu'en est-il du monde d'après?
Dans un monde de plus en plus sensible aux enjeux climatiques, où l'on voit apparaître de plus en plus de défiance vis-à-vis du politique et où les jeunes semblent particulièrement exposés à la précarité, quelles pistes envisagez-vous pour répondre à ces enjeux? Vous dire que alors, la région Rhône-Alpes participe bien sûr sur des sujets bien évidemment de précarité, puisque la vie étudiante, on participe au sujet de vie étudiante. Mais c'est vrai que le rôle en fait de la région, il n'est pas centré sur ce point-là, qui est quand même plus du rôle de l'État, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, hein, qui travaille avec le Crous. Et c'est vraiment eux, avec le Crous, qui ont mis en place l'Europa à 1 euro, qui travaillent actuellement aussi sur les bourses étudiantes, avec la réforme qui est en cours, qui va sur de l'extension, bien sûr, des personnes qui pourront en bénéficier et l'augmentation du nombre de bourses. Donc c'est vrai que ce n'est pas le rôle central, en tout cas, de la région, parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une région a des compétences qui sont très particulières. Ces compétences, elles ont été bien définies aujourd'hui avec la loi NOTRe, entre ce que fait un département, un conseil départemental, et ce que fait une région. Et la région, c'est le développement économique et l'aménagement du territoire. Et en fait, nous, on va orienter, bien évidemment, la région sera, en matière d'enseignement supérieur et de recherche et d'innovation, le chef de file des collectivités pour mettre en place des dispositifs pour répondre, bien évidemment, à ces attentes. Alors, pendant la période Covid, la région, bien sûr, est intervenue en bien sûr, subventionnant des épiceries solidaires, enfin, voilà, tout un accompagnement. Il y avait aussi des lignes téléphoniques qui pouvaient être disponibles 24 heures sur 24 pour soutenir les étudiants, qui ont d'ailleurs été généralisés, les Night Night qui existent toujours, hein, que vous connaissez peut-être. Donc il y a eu des dispositifs bien sûr particuliers. Par contre, après, on travaille aussi sur d'autres thèmes aujourd'hui. Je pense par exemple au logement étudiant, et à Lyon, vous êtes quand même bien concerné par cette problématique de logement étudiant. Donc dans le cadre du CPER, c'est-à-dire le contrat de plan État-région, aujourd'hui, on a fléché quand même des sommes importantes pour pouvoir accompagner le développement des logements étudiants, particulièrement sur la ville de Lyon, où on sait qu'on a un déficit qui est relativement important. Après, c'est vrai qu'on a également d'autres interventions qui concernent tout ce qui est l'égalité des chances sur l'enseignement supérieur. Parce que, encore une fois, dans la politique d'aménagement du territoire, c'est important que les étudiants, quel que soit l'endroit où ils sont sur cette région, puissent avoir accès à l'enseignement supérieur. Moi, j'ai été très frappée quand je suis arrivée de me rendre compte qu'un étudiant en métropole se projette 2 fois plus dans l'enseignement supérieur qu'un étudiant qui est finalement hors de ces zones métropolitaines. Et c'est le même niveau sur sa capacité de pouvoir, bien sûr, réussir ses études supérieures. Donc c'est vrai que le rôle de la région, c'est d'éviter, bien sûr, cette autocensure. En plus, c'est vrai que sur les territoires, on peut avoir parfois des villes moyennes qui ont un écosystème d'entreprises important, qui ont des besoins. Donc on va travailler énormément, et ça tient vraiment à cœur à notre président, de pouvoir avoir du développement de formation de proximité. Voilà, j'étais à Vichy, par exemple, vendredi. À Vichy, c'est quand même 3500 étudiants, alors qu'on imagine plus Vichy comme une ville de terme. Où, voilà, et ça participe énormément au dynamisme du territoire. C'est pas facile, hein, ça veut dire que toutes les collectivités, aujourd'hui, vous voyez bien, hein, les villes moyennes communiquent comment être une ville étudiante. Il y a même un classement des villes moyennes étudiantes, donc c'est très important d'avoir bien sûr des étudiants, d'avoir des formations sur le territoire pour répondre bien sûr à éviter cette autocensure, et puis surtout faire correspondre ces formations avec les besoins qu'on peut avoir économiquement local pour que ces jeunes demain puissent suivre une formation, parce que tout le monde ne se projette pas de faire 400, 500 km pour aller étudier dans l'enseignement supérieur, et de se dire, bah voilà, je vais pouvoir en plus, après, trouver un job et m'insérer dans les entreprises du territoire. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas. Et puis n'oublions pas, c'est un sujet quand même important. Pour ça, je posais tout à l'heure la question si vous aviez des stages à l'international. Mais il faut savoir que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région en termes de bourses étudiantes à l'international, hein, parce que beaucoup de cursus, les stages sont obligatoires. Et là, vous voyez, la dernière, en commission permanente de décembre, on a voté quand même 14 millions d'euros pour le territoire. 10 millions au-dessus de l'Île-de-France. On est donc la première région aujourd'hui
au niveau des bourses internationales. Donc je pense que ça participe quand même très largement aussi à la fois à l'attractivité et puis dans l'aide que l'on peut apporter aux étudiants. Bonsoir, je vais rebondir donc sur vos propos. Je m'appelle Merlin Ruiz et je suis étudiant, l'un des 380 000 étudiants de la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus de 100 000 apprentis aussi, qui en fait donc la première région estudiantine de France. Le plan Auvergne-Rhône-Alpes 2022-2028 pour l'économie, l'emploi, la formation et l'innovation décline 5 orientations stratégiques pour la région. L'une d'entre elles est de miser sur les forces de la région, donc la recherche dans l'enseignement supérieur, les chasseurs en meute et les 13 filières d'excellence identifiées par la région, donc entre autres l'énergie, la santé, la chimie, le numérique, le luxe, la mobilité, il y en a d'autres. Que représente l'économie de l'enseignement supérieur pour la région et qu'apportent les étudiants venus de toute la France et du monde à la région? Déjà, vous avez bien bossé parce que là, pour me parler du plan, c'est super. Donc, c'est bien déjà d'avoir toutes ces informations, c'est important. D'abord, je voudrais vous dire qu'on est quand même très, très fiers, nous, avec le président Laurent Wauquiez, hein, de l'enseignement supérieur et de la recherche dans notre région parce qu'on a vraiment un enseignement supérieur d'excellence. Et ça, c'est important. On se situe à peu près au 5e niveau européen. Et vous savez qu'en enseignement supérieur, la lutte est rude. On se compare au niveau vraiment à haut niveau, aussi bien au niveau national, mais également donc européen. Donc c'est vrai, simplement bien revenir sur aujourd'hui ce que fait la région. Donc je vous le rappelais, on est bien en charge de l'action économique, ça c'est quand même important, et du développement du territoire. Et c'est vrai qu'on va orienter nos politiques en faveur de l'enseignement supérieur pour répondre bien sûr aux besoins du territoire. Alors, on parlait de cette excellence tout à l'heure. Peut-être rappeler quand même qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a 4 contrôles universitaires, 40 grandes écoles, et donc vous en faites partie de ces grandes écoles. Donc, là, c'est quand même assez remarquable. On a également des grands laboratoires, comme le CEA, qui est peut-être assez emblématique, mais également des pôles de compétitivité, pas loin de 7 pôles de compétitivité. Donc, c'est vrai qu'on a quand même toute une structure, tout un écosystème aujourd'hui d'enseignement et de recherche qui sont relativement importants. Donc, vous avez parlé de ces filières d'excellence. Alors, bien sûr, il y en a un petit peu plus que 4, mais on essaie quand même de se concentrer sur 4. Donc, les métiers de la santé, l'industrie de la santé, ça c'est quand même particulier, bien sûr, au site de Lyon. Vous verrez, j'étais encore sur le biopôle de biocluster aussi de Gerland. C'est vrai qu'on a énormément d'industries et de recherche dans la santé sur notre territoire. On retrouve tous les thèmes liés à l'intelligence artificielle et la microélectronique. C'est vraiment les thèmes qu'on va plus retrouver sur la région de grenobloise avec des gens comme ST Microélectronique. Enfin, vous êtes, je pense, au fait sur la partie économique. Tout ce qui est matériaux durables, et puis bien sûr la partie hydrogène où on est des premières régions européennes aussi en matière d'hydrogène. Donc on a même signé la feuille de route État-région sur la partie intelligence artificielle et elle est gérée en tout cas par ma direction au niveau de l'enseignement supérieur. Alors, vous parlez un peu d'économie, mais je pense que c'est surtout de moyens. Je ne sais pas si vous imaginez qu'aujourd'hui, sur le dernier mandat, la région a affiché pas loin de 800 millions d'euros sur l'enseignement supérieur et la recherche dans notre région. Et c'est vrai qu'on a la chance, avec ce nouveau mandat, déjà on a voté l'année dernière, dans le cadre du plan que vous évoquiez, pour l'économie, l'emploi, la recherche et la formation, un schéma régional sur l'enseignement supérieur qui est en phase, bien évidemment, pour répondre aux grands enjeux que l'on a finalement qui sont à nous. Donc ces enjeux, c'est quoi? C'est la relocalisation, bien sûr, la réindustrialisation, parce que c'est des enjeux de souveraineté, c'est les thèmes que l'on a aujourd'hui, la souveraineté qui doit être à la fois économique, mais aussi technologique. Donc ça, c'est déjà le premier défi auquel il faut qu'on relève, bien sûr. Ensuite, on a tout le sujet de la décarbonation de l'industrie et la digitalisation. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on arrive à adapter, bien sûr, l'enseignement, les formations, mais également la recherche pour arriver à relever ces grands défis. Et je parle aussi de cette écologie positive, on insiste beaucoup, parce que c'est vrai que je sais que c'est difficile pour votre génération, parce qu'on a l'impression, bien sûr, qu'on est face à des murs, mais
moi, je crois vraiment que grâce à la recherche et au génie humain, on va arriver à relever des défis. Et c'est vraiment cette note d'espoir. Et pour le vivre depuis quelques mois, voilà, on a quand même un niveau de recherche qui peut nous laisser beaucoup d'espoir. Donc franchement, je suis certaine qu'on arrivera bien sûr à relever tout ça. Alors, dans ce schéma régional, on s'est fixé, nous, un certain nombre d'objectifs en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Si vous avez peut-être suivi, lors de la dernière commission permanente, on a passé un plan faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes la région des ingénieurs et des techniciens. Pourquoi ? Parce qu'on est la première région industrielle de France, donc ça c'est important. Donc on est bien obligé de s'adapter à notre tissu économique. Et aujourd'hui, cette région industrielle, vous le voyez partout. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à recruter, on manque d'ingénieurs, on manque de techniciens. Donc on s'est donné cette grande ambition qui était d'ailleurs inscrite dans ce plan de pouvoir travailler avec les écoles, travailler avec le monde universitaire pour arriver à faire un énorme objectif qui est de faire plus 25% de diplômés ingénieurs et techniciens à la fin du mandat en 2028. Ça ne va pas être facile. Vous savez que les grandes écoles d'ingé, alors elles travaillent aujourd'hui. Il y a tout un collège d'ingénierie qui s'est mis en place pour développer justement des bachelors dans des domaines de recherche qui sont importants sur le plan industriel. Mais on va travailler aussi, on va être capable d'accompagner. Demain, par exemple, je suis dans une école d'ingénieurs à Saint-Étienne, l'IREPI-STP, qui est une école privée. On va pouvoir les accompagner en fléchant des financements sur des bâtiments parce que eux, on sait qu'ils ont des modèles économiques qui sont assez différents. Ils travaillent beaucoup avec l'apprentissage et que c'est ce qui permettra d'accélérer pour qu'on arrive finalement à faire nos chiffres d'ici à la fin du mandat et répondre bien sûr aux besoins. Donc on va travailler beaucoup sur la communication parce que une des grandes difficultés aujourd'hui de la science, de la recherche ou de l'industrie, c'est qu'on a de moins en moins de volontaires, en tout cas il y a un manque d'attractivité. Donc pour arriver aussi à réaliser ce plan, on va travailler avec les centres techniques, scientifiques et industriels pour justement valoriser la recherche scientifique, donner envie. Vous savez, j'étais à l'école des mines à Saint-Étienne il y a quelques jours. Toutes ces grandes écoles d'ingénieurs, elles ont un petit peu du mal à attirer justement des filles dans leur rang. Donc voilà, c'est essayer de travailler tous ces thèmes-là. Il y a une fête de la science. Cette fête de la science, elle est aussi pour ça, pour essayer de donner envie, surtout dans une période où après la pandémie, la partie scientifique est un petit peu complexe et les gens, il y a quand même une défiance. Donc voilà, c'est de valoriser. On a participé à un très bel événement qui avait lieu à Eurexpo qui s'appelait Demain mais en mieux, où justement beaucoup de startups étaient présentes, des grands laboratoires, le CEA, des grandes écoles d'ingénieurs pour montrer en fait quels sont les métiers de l'industrie, quels sont les métiers scientifiques et pouvoir en donner envie. Donc ça, c'est vraiment un des grands plans du mandat. Et vous voyez, c'est toujours lié à l'écosystème économique parce que il faut qu'on reste compétitif. C'est notre souveraineté, c'est rester toujours au premier plan. Parce qu'aujourd'hui, on se compare même au niveau européen avec les 4 grandes régions. Et d'ailleurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes fait partie de ces 4 moteurs, vous avez peut-être entendu parler, avec la Lombardie, avec le Bade-Württemberg et également avec la Catalogne. Et on présente ces 4 moteurs 10% aujourd'hui du PIB. Et il faut qu'on arrive, bien sûr, à rester fort sur ces domaines-là. Dans les objectifs, on a aussi cet enseignement de proximité. Donc voilà, je ne reviens pas, je l'ai pas mal déployé déjà. Et puis, un des thèmes importants, c'est l'entrepreneuriat étudiant. L'objectif, c'est d'arriver à mobiliser 80% de nos étudiants sur la création d'entreprises, découverte de l'entrepreneuriat étudiant. Donc, on travaille aujourd'hui avec des structures qui nous aident, que l'on finance pour pouvoir accompagner, parce que l'entrepreneuriat étudiant, c'est ce qui fera demain voilà, les entreprises de demain. Donc et puis on travaille beaucoup sur la partie recherche, sur les partenariats publics-privés. Et là, on a énormément de dispositifs de recherche. Et ce qui est important pour la région, alors on va faire de la recherche fondamentale parce qu'il n'y a pas de recherche à court terme si vous n'avez pas de la recherche fondamentale. Donc ça, on en a bien conscience. Mais on va essayer de travailler sur des partenariats publics-privés, c'est-à-dire laboratoires, monde universitaire et puis entreprises, pour justement avoir une recherche qui se transforme très rapidement en produit, en service et qui pourra être mis sur le marché et qui pourra créer de la valeur et qui pourra créer de l'emploi. Voilà un petit peu les objectifs, en tout cas, qui animent ce que l'on fait au niveau de l'enseignement supérieur
et de la recherche. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous avais prévenu, hein. Ils sont bons quand même. Ouais, ils sont pas mal, ils ont bien préparé. Non, On est ici dans une école où on prépare des gens qui font de la science politique, de la géopolitique. J'avais une question un peu politique et polémique. Tout à l'heure, vous avez dit que la science et la recherche étaient une façon d'aborder l'écologie de manière positive. Est-ce que vous pensez que c'est par ce biais-là qu'on peut répondre aux enjeux climatiques? Est-ce que ce n'est pas une note d'espoir pour cette jeune génération? C'est-à-dire que c'est par la science, la technologie qu'on va peut-être pouvoir répondre aux grands défis plutôt que d'être dans une écologie punitive. J'ai une question un peu polémique, mais on est là aussi. C'est un institut libre, on peut dire ce qu'on veut ici. Mais bien sûr. Et puis alors là, je peux largement répondre parce que c'est vrai que vous avez bien entendu ce que j'ai dit. J'ai parlé d'écologie positive. Et ça nous tient quand même à cœur parce que c'est vrai que là où beaucoup prônent la décroissance, je pense qu'aujourd'hui, on parlait de vos téléphones, qui aujourd'hui accepterait de revivre, voilà, d'abandonner un certain nombre de choses de la vie quotidienne. Donc, nous pensons vraiment que c'est grâce à la recherche, justement, et c'est vrai que sur le sujet énergétique, c'est des points qui sont quand même très importants. On est très en avance, on progresse. Regardez un petit peu ce qui se passe. On parlait tout à l'heure de l'hydrogène. Donc, on est une des premières régions sur ces thèmes-là. Donc, moi, je le crois vraiment. C'est-à-dire, je crois vraiment au génie humain et je crois vraiment à ce que la recherche nous permettra de sortir justement de cette impasse dans laquelle on peut être, sur lequel on vous martèle la tête en permanence. Je ne nie pas qu'il y a des difficultés, mais je suis certaine que l'on va arriver à trouver des solutions. En étant présidente de Aura 2E, donc cette agence, hein, c'est une agence, la région a un certain nombre d'agences, l'agence du tourisme, l'agence entreprise et l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie-Environnement. On participe, nous, à accompagner les territoires pour faire cette transition énergétique. Et il faut voir ce qui grouille aujourd'hui sur les territoires. C'est-à-dire que tous les maires s'emparent de ces sujets. Moi, dans ma commune, je dois avoir 2-3 demandes chaque semaine de panneaux photovoltaïques. Donc, en fait, oui, il y a des choses qui se mettent en place. Et le rôle de ces politiques publiques, c'est d'arriver à orienter de manière positive sans des visions de décroissance. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce sujet-là. Et je crois que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Juste avant de leur donner la parole, quel conseil vous pourriez donner à ces jeunes qui sont là pour s'engager en politique? Parce qu'on a souvent une image extrêmement négative de la politique. Quelle est votre plus belle victoire que vous pourriez leur raconter, votre plus belle satisfaction depuis que vous êtes vice-présidente et que ça donne envie de s'engager en politique? En fait, quand vous êtes en politique, alors il y a différents niveaux. C'est vrai que quand vous êtes vice-président de la région, moi j'ai une feuille de route. Laurent Wauquiez m'a dit, tant que tu n'entends pas parler de moi, c'est que tout va bien. Donc pour l'instant, c'est que je considère que tout va bien. C'est passionnant de pouvoir se dire aujourd'hui, voilà, on essaye d'œuvrer pour vous, on essaye d'orienter les grandes politiques publiques. Moi, je trouve que c'est quand même hyper intéressant. C'est une satisfaction aussi à ma petite échelle, hein, parce que finalement, vous pouvez vous dire, un maire, c'est quoi? C'est du quotidien, c'est l'école, c'est les parents qui râlent. Oui, mais c'est pas que ça. Quand vous êtes maire, il faut aussi savoir prendre du recul, pouvoir se dire, ma commune, elle sera comment à 10 ans, elle sera comment à 20 ans? Surtout dans des périmètres comme celui où on est très proche de Lyon, où il y a une pression foncière qui est importante. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est passionnant. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est, voilà, il faut oser. Je pense que vous êtes une génération, vous avez compris des choses que ma génération, et il y en a d'autres, je pense, qui ont un peu de mon âge, je vois Olivier qui est là, je te remercie d'être là. Et du coup, en fait, on n'avait pas compris, c'est-à-dire que nous, on était partis tête baissée, on avait une ligne. Et aujourd'hui, mon parcours, c'est aussi de se dire, voilà, j'ai besoin d'être utile pour finalement la société. Et ça, vous jeunes, parce que quand je vous vois, je vois mes enfants, hein, et en fait, vous l'avez bien mieux compris que nous. Donc, si vous voulez lui donner du sens, mais emparez-vous de la politique, parce que moi, je serais ravie que vous puissiez porter vos voix. On a la chance d'être dans un pays formidable, dans une démocratie.
mais osez. Je pense aux jeunes femmes aussi, parce que je le dis, ne vous interdisez rien et voilà, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous voyez, mon parcours, il montre que c'est possible. Alors oui, j'ai été élue depuis longtemps, mais à un petit niveau. Et quelque part, voilà, à force de travail, et puis d'avoir confiance, et je crois qu'on peut y arriver. Donc oui. Bonjour madame, Julien Mols en bachelor. Pardon. Julien Mols en bachelor 2. Tout à l'heure, vous avez mentionné la nécessité, la volonté de mieux relier les personnes aux zones, aux pôles étudiants. Et je voulais savoir comment cela s'incarnait, si c'était faciliter le déplacement des personnes vers les zones où les pôles étudiants sont importants, ou justement développer de nouveaux pôles étudiants dans des endroits où c'est un peu moins accessible. Je vous remercie. Alors, en fait, non, c'est vraiment de développer de l'enseignement de proximité. Alors, je citais tout à l'heure Vichy, mais je peux vous citer Rouen, je peux vous citer Valence, voilà. Donc, on a un dispositif, nous, d'appel à projet qu'on a déjà lancé l'année dernière, qu'on relance cette année, où on va avoir Lyon 3, typiquement, a lancé cette année un programme sur le sport à Bourg-en-Bresse. On a créé une première année de passe médecine, donc première année, qui a été faite à Bourg-en-Bresse, tout en visio. Et on avait 50 places cette année pour des étudiants qui suivaient exactement les mêmes cours à distance. C'est vrai que finalement, cette période de crise sanitaire, elle nous a permis de nous libérer de choses qu'on aurait peut-être mis beaucoup plus longtemps à faire. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est bien d'apporter des formations sur tous les territoires. Alors bien évidemment, voilà, il faut quand même une taille de ville qui puisse accueillir les étudiants, parce qu'après, l'idée, c'est qu'il faut qu'ils aient aussi les services. Typiquement, quand je parle de Rouen ou de Vichy, aujourd'hui, c'est la métropole qui fait la partie restauration, parce qu'il n'y a pas de crous, parce qu'on n'atteint pas un certain seuil. Mais par contre, on voit que les territoires s'investissent énormément pour justement accueillir les étudiants, parce que vous êtes l'avenir, et puis que c'est important, bien sûr, pour l'économie et l'écosystème local. Oui. Bonsoir voilà. Madame, merci d'être venue. Donc, je m'appelle Louisana et je suis étudiant en B1. Et j'avais une question concernant l'écologie de la productivité, etc. Parce que en cours, on étudie plusieurs théories et celle qu'on a étudiée, l'une de celles qu'on a étudiées sur l'économie et la productivité et l'écologie, c'est sur les économistes atterrés qui ne privilégient plus une croissance, mais plutôt une décroissance. Par exemple, comme Muriel Frigère, qui est maître de conférence à Toulouse. Donc, pensez-vous qu'il est possible de continuer à faire de l'écologie tout en amenant de la croissance économique? Alors, oui, moi je le crois vraiment. Alors, je vais vous inviter à lire un livre, vous voyez, moi je suis très éclectique, de Denis Oliven qui s'appelle « Un étrange renoncement ». Lisez ce livre, il est assez intéressant, justement, il est sur ce thème-là. Et il évoque le fait que voilà, il est contre ce sujet, bien évidemment, de décroissance. Alors, moi, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que la recherche va faire bouger les lignes, bien évidemment, et va résoudre un certain nombre de grands défis qui s'opposent à nous en termes, bien sûr, d'environnement, c'est clair. Donc, après, oui, bon, on a heureusement, hein, chacun a ses visions, mais en tout cas, ce n'est pas du tout la vision que nous portons dans la région, c'est clair. Juste les références du livre, parce que je vois qu'ils avaient du Denis Oliven. Denis Oliven. O-L-I-V-E-2-N-E-S. Denis Oliven. Oui, voilà, moi, ce que je peux répondre sur cette question, en tout cas, ce n'est pas du tout la vision aujourd'hui qu'on partage. Mais aujourd'hui, il se passe énormément de choses. Regardez toute la décarbonation qu'on a aujourd'hui au niveau de l'industrie. On a des fleurons sur notre territoire, des gens comme Vicat, par exemple. Regardez tout ce qui est mis en place pour décarboner leur industrie, utiliser bien sûr toute cette énergie pour les réseaux de chaleur. Voilà. Donc, ça bouge énormément. Vous avez la chance d'être dans une région qui est totalement formidable et incroyable. Donc intéressez-vous parce que vous êtes sur des métiers extrêmement transverses. Donc en fait, si vous voulez rester dans le monde de l'entreprise, il y a des entreprises formidables et il y a plein de choses à faire, je pense, sur ce territoire. Là, j'essaie de vous garder, c'est ça, vous avez compris.
Bonjour Madame Staron, merci beaucoup pour votre intervention. Je m'appelle Mayol Mazar-Girardet, élève en deuxième année de bachelor de relations internationales et engagé également dans le CM de ma commune, qui est la commune de Chamalières, dans le Puy-de-Dôme. Je voudrais revenir sur un point que vous avez abordé, mais en effet, vous avez parlé des collectivités territoriales, notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont su au fil des années et dans tous les domaines de la politique, saisir les opportunités leur permettant d'imposer leur présence sur la scène nationale, notamment au niveau de la dynamique de sa population active. Comment la région Auvergne-Rhône-Alpes aide-t-elle ces jeunes étudiants qui arrivent sur le marché du travail? Alors, sur le marché du travail, ce qu'il faut savoir, c'est que la difficulté, c'est qu'on n'en a pas assez qui restent déjà. Voilà. Donc on a un vrai déficit. Hein. Si aujourd'hui on lance un plan ingénieur-technicien, première région industrielle, donc c'est légitime qu'on aille sur ces métiers de l'industrie, du scientifique, on n'en a pas assez. Donc c'est aussi une des difficultés. D'ailleurs, c'est créer de l'attractivité sur ces métiers et après garder, bien sûr, les gens sur le territoire. Donc, en développant bien sûr des formations qui sont très liées à l'apprentissage, c'est aussi déjà une manière de mettre déjà un pied dans l'entreprise. Hein, donc, ça c'est peut-être une des premières réponses. On va développer beaucoup de formations continues dans ce plan pour justement attirer, c'est toute l'attractivité. Moi, je pense que vous êtes convaincus qu'on a un beau territoire, mais c'est vrai qu'on va lancer des grosses campagnes de communication pour pouvoir conserver. Mais les enjeux sont énormes. ST microélectronique, alors c'est fabuleux. Hein. Moi, quand j'ai vu la première fois le président de l'université de Grenoble, Yacine Naknesh, il me dit, Madame la vice-présidente, comment on fait? Il faut 2000 personnes à horizon de plus sur ST microélectronique en 2025. Comment on fait? Voilà, donc c'est vraiment ces défis-là déjà. Donc je pense qu'il n'y a aucune difficulté aujourd'hui pour trouver en tout cas des emplois dans notre région. La difficulté, c'est qu'on a plutôt un déséquilibre fort, en tout cas sur ces métiers de l'industrie, entre l'offre et la demande. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est plus aller montrer que, voilà, pourquoi il faut venir en région. Et aujourd'hui, la concurrence, elle est européenne, elle n'est pas seulement entre régions, qu'on soit bien clair. Mais c'est difficile. Si vous avez des idées, je prends. J'ai une question de la part des étudiants parisiens qui suivent également les conférences lyonnaises et qui se demandaient comment est-ce que vous réussissiez à concilier finalement les rapports personnels que vous pouvez avoir avec une opposition politique et des gens qui peuvent tout à fait être charmants, et puis en même temps donc la nécessité de s'opposer face à des gens qui idéologiquement ne partagent pas forcément votre opinion. Puis la deuxième chose, c'était quelle articulation vous offrez entre finalement ce que vous avez pu vivre en tant que maire, ce que vous faites à présent au niveau de la région, et puis éventuellement des ambitions nationales, comme on connaît par exemple, voire internationales, comme on connaît par exemple M. Wauquiez qui fait partie très clairement des gens que l'on imagine se présenter à un moment à une élection présidentielle. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver les équilibres finalement? Est-ce que ça se fait naturellement ou bien est-ce que vous avez tendance à catégoriser? Voilà, merci pour vous. Je vous en prie. Alors, peut-être... vous pouvez me répéter la première question? Je suis désolée. Bien sûr. La première question était liée aux questions d'opposition et finalement de lien entre votre personnel et les affections que vous pouvez avoir pour certaines ou certains qui ne sont pas forcément forcément partie de votre camp, et puis en même temps les oppositions idéologiques. Et derrière, je pense, mais là c'est plus moi, je pense qu'il doit y avoir une question aussi sur la fin de la politique, puisqu'il y a beaucoup de nos étudiants à Paris qui se posent des questions sur les différences aujourd'hui, avec des différences peut-être un peu moins marquées entre la gauche et la droite, comme précédemment. Et donc, quelle est votre analyse par rapport à ce sujet-là? Alors, comme on le disait tout à l'heure, déjà en tant que maire, c'est pas que j'ai pas d'opposition, mais en réalité, voilà, c'est plus c'est sur une petite commune, parce que je suis maire d'une petite commune, 3500 habitants.
on n'a pas des très grosses problématiques. Par contre, c'est des consommateurs. Donc c'est vrai que oui, on voit bien qu'aujourd'hui, les gens veulent participer, veulent absolument donner leur avis. Voilà, à chaque fois qu'on prend des décisions, c'est important quand même d'arriver à communiquer pourquoi on fait. Voilà, c'est plus ces thèmes-là. Je ne dirais pas que je vis une trop grosse opposition. Après, on rentre bien sûr au niveau de la région dans des sujets beaucoup plus politiques. Alors c'est vrai qu'à la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a la chance quand même d'avoir une très large majorité. Mais bien évidemment, il y a de fortes oppositions. Et moi, vraiment, je vous invite à venir, si vous le souhaitez, à venir participer à l'Assemblée plénière, parce que c'est vrai que là où vous allez voir toute cette dimension, que ces oppositions, lorsqu'on va présenter bien sûr des délibérations, comment ça réagit, les amendements qui sont apportés. Donc, c'est pas vraiment du niveau ce qu'on vit à l'Assemblée nationale, parce que forcément, on n'a pas du tout la même répartition, le même clivage politique. Mais en tout cas, franchement, je vous invite à venir voir. Et après, très honnêtement, je pense que sur la délégation dans laquelle je suis, c'est pas très clivant gauche-droite. Je pense que je le vois dans les commissions, parce qu'en fait, on a une commission organique sur l'enseignement supérieur, on en a des commissions dans les différents domaines de compétences. Sur l'environnement, par exemple, on va être sur des sujets beaucoup plus clivants, parce que voilà, on va retrouver ce qu'évoquait monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui vont prôner au contraire une écologie liée à la décroissance. Voilà, mais sur l'enseignement et la recherche, voilà. On va parfois avoir des questions, pourquoi pas les sciences sociales, voilà, pourquoi vous privilégiez plus l'industrie, la science fondamentale, enfin voilà. Parce que c'est le territoire. Aujourd'hui, on essaye de faire correspondre aux besoins du territoire. Et on sait très bien aujourd'hui que dans beaucoup de formations, même des formations d'école d'ingénieurs, on a aujourd'hui toute une dimension sciences sociales, acceptabilité, parce que on a tiré aussi les enseignements de cette période de crise qu'on a vécue, et on a bien vu avec les sujets du vaccin, enfin, tous ces sujets-là. Donc aujourd'hui, la dimension sciences sociales est intégrée dans toutes ces formations-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà. Et il y avait une question dans la question. C'était ? Est-ce que les ambitions de votre président à une éventuelle élection présidentielle, est-ce que ça a une influence sur votre vie quotidienne politique ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à travailler sereinement en ayant un président qui a des ambitions nationales, voire internationales ? Est-ce que ça influe sur votre action politique ? Mon action politique, absolument pas. Absolument pas, parce que après, voilà, je pense que on vient à ces niveaux-là en politique parce qu'on partage des valeurs. Les valeurs de Laurent Wauquiez, je les partage au quotidien. J'ai une feuille de route. Et comme je vous le disais tout à l'heure, son leitmotiv au président, c'est tant que tout va bien, voilà, en fait, il nous fait énormément confiance. Et ça, je reviens là-dessus, c'est un point important. Au début, on a une feuille de route. Et moi, aujourd'hui, je suis ma feuille de route. Donc, c'est vrai que peut-être que ce que j'ai appris dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, ce côté privé, voilà, je le déploie de la même façon, appuyé par des services. C'est 40 personnes aujourd'hui, la direction de l'ESRI. Donc, en tout cas, moi, ça ne me pose aucun problème. Merci beaucoup. Et plus de questions. On est arrivé au bout de cet échange. Pour conclure, est-ce que vous... Ah oui, on peut applaudir notre invité, effectivement. Merci aux étudiants. Juste avant de donner la parole à M. Scapatici, est-ce que vous auriez un mot, un message à faire passer aux étudiants qui sont là, étudiants en géopolitique, relations internationales, deuxième année, troisième année, j'ai aussi des quatrième années. Certains, il y a des cinquième années, non ? 4, donc certains, dans 2 ans, auront terminé leurs études. Quel message vous avez envie de leur faire passer ce soir ? Ce sera un peu le mot de la fin, la conclusion. Alors, je l'ai déjà dit, mais je crois oser, faites entendre votre voix, faites entendre vos voix. Enfin, je veux dire, c'est ça, à mon sens, qui est aujourd'hui important. Je vous le disais tout à l'heure, ne vous interdisez rien dans votre parcours. Et c'est vrai que nous, on a aussi besoin de vous entendre. Donc, on évoquait tout à l'heure, on passe une crise quand même difficile, démocratique, sur lequel, oui, je pense qu'on n'est pas obligé de tout casser pour en arriver là, mais faites entendre vos voix. Je pense que c'est important, et on a besoin de votre vision, de votre jeunesse, et dans le monde politique. Et voilà, essayez de vous faire votre propre idée de ce que peut être la politique.
C'est vrai qu'à un niveau local, c'est vrai que je pense qu'on aimerait tous, nous, maires, avoir beaucoup plus de jeunes. Je suis ravie de voir que certains sont déjà dans des conseils municipaux de vos communes, mais je crois que c'est important, quoi. Parce que vous êtes l'avenir. Vous êtes l'avenir et nous, on essaie de construire des choses pour vous, pour votre avenir. Et c'est important que vous puissiez en tout cas vous exprimer. Voilà, moi, c'est juste ce que j'ai envie de vous dire. Et merci pour ce moment. Merci à tous. Est-ce que vous m'entendez là? Bien, écoutez, alors quand votre directrice m'a demandé de faire un discours, je lui ai dit non, je ne vais peut-être pas faire un discours. Ce que je voulais faire, c'est surtout quelques clins d'œil, si vous voulez bien. Alors, tout d'abord, le premier clin d'œil, c'est pour vous, Madame Staron. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir participé à ce cycle de conférences et je suis très touché par votre présence ce soir. Vous disiez tout à l'heure que parfois, on pouvait considérer que les femmes et les hommes politiques pouvaient être un peu perchés. Je trouve que vous n'êtes pas du tout perché et je crois que depuis J'espère oui, en tout cas. Mais en tout cas, vos engagements successifs et vos mandats successifs montrent justement ce fort engagement que vous avez pour vos concitoyens et je dirais même ce dévouement parce que vous savez tous, être maire d'une commune, c'est quand même un sacré dévouement et une grande qualité d'écoute et de réponse à vos concitoyens. Donc vraiment bravo pour ce que vous faites au quotidien et merci en tout cas pour être là ce soir. Le deuxième clin d'œil, il va pour vous, très chers étudiants. C'est vrai que ça fait aujourd'hui 30 ans que je fais ce métier. J'ai commencé en 1993 et franchement, j'ai assisté à peu près à la moitié des cycles de conférences. Vous m'avez déjà vu dans cette salle. J'ai dû faire 5 ou 6 conférences à vos côtés. Et je peux vous dire une chose, c'est que je suis bluffé, vraiment bluffé par votre sérieux, votre écoute, la qualité de vos comportements, de vos questions aussi. Parfois, je me dis, est-ce que j'aurais été moi-même capable, à leur âge et encore maintenant, de poser des questions que vous posez. Donc, très sincèrement, merci pour ce que vous êtes, merci pour le respect que vous avez en tout cas pour nos conférenciers et puis pour l'ensemble des personnes qui vous entourent. Vraiment, et je crois que vous pouvez vous applaudir parce que c'est vraiment fantastique. Le troisième clin d'œil va pour votre directrice, Christina, qui, je sais, nous écoute en tout cas et qui, si en tout cas l'école Hillery à Lyon est là où elle est aujourd'hui, c'est aussi beaucoup grâce à elle. J'ai juste le souvenir, il y a à peu près 1 an et demi, quand on m'a confié la responsabilité du pôle dans lequel se trouve Hillery, on avait une question d'organisation, si j'ose dire, à régler concernant l'Hillery et j'avais besoin d'un sacré coup de main. J'avais travaillé avec votre directrice dans une autre école quand j'étais directeur à l'école 3A et quand j'ai fait appel à elle pour venir me donner un coup de main, elle n'a pas du tout hésité. Elle a abandonné, elle a mis entre parenthèses son propre projet professionnel pour nous rejoindre et venir nous aider. Et je suis très content de voir qu'elle est encore là aujourd'hui à vos côtés et elle a réussi à constituer cette merveilleuse équipe qu'on apprécie et qu'on adore, et ils le savent combien ils sont précieux en tout cas à ses côtés, et sans qui, bien évidemment, ni elle, ni moi, ni personne ne ferait rien du tout. Donc vraiment, merci pour le travail que tu fais, Christina, merci pour ce que vous faites tous, et bien sûr, je ne vais pas oublier David, David qui notre directeur de marque. Ce cycle de conférences, c'est aussi beaucoup ce que tu fais à Paris, ce que tu as transporté ici sur Lyon, tu es d'une très très grande qualité pour faire rayonner cette école et si cette école est connue et reconnue, c'est aussi beaucoup grâce à l'action David. Merci M. Juzo, parce que aussi vous avez sans hésiter tout au long, on va dire, de ces conférences été un excellent animateur. Vous avez même été à l'origine, et je le sais, de nombreux conférenciers de grande qualité comme ce soir Mme Staron. Donc vraiment, c'est un ensemble commun de toute une somme, on va dire, d'actions qui fait qu'aujourd'hui, vous assistez à ce type de conférence. Voilà. Je suis très content d'être là ce soir et je vous souhaite à tous, bien évidemment, une excellente soirée. Et engagez-vous en politique. Merci. Bonne soirée, merci. Merci à tous.